Hey, salut la gang, bienvenue dans le 5e quart. C'est un podcast que j'ai décidé de lancer pour prendre le temps de discuter de basket avec des coachs que je respecte, puis de partager ces échanges-là avec ceux que ça peut intéresser. C'est mon tout premier épisode, c'est mon tout premier podcast, donc j'y vais simplement, sans prétention. L'idée, c'est pas d'avoir toutes les réponses, mais juste de créer un espace pour réfléchir, échanger, puis apprendre ensemble. Pour commencer, j'ai eu la chance de parler avec Jerry Neri, qui est un coach passionné, qui coach actuellement les filles à l'UQAM. Il y a beaucoup à dire sur le développement du basket au Québec. On commence l'épisode avec tout simplement lui qui va se présenter. Voici donc notre conversation, tout le monde. Amusez-vous. Le thème du podcast aujourd'hui, ça va être pourquoi le basketball québécois n'est pas encore à la hauteur de son plein potentiel. Je suis avec Jerry aujourd'hui, Jerry Neri. Je suis content de te voir, vraiment, vraiment content. Je vais te laisser te présenter en premier lieu. Enchanté, Félix. Moi, je me présente. Je suis un entraîneur québécois qui, depuis une vingtaine d'années, redonne à son sport avec lequel il est tombé en amour très jeune dans les parcs. Je suis un des rares chanceux qui a pu en vivre dans les 10 dernières années en faisant partie des sports-études sur la Rive-Nord et à Montréal. Formateur aussi pour le niveau 1 depuis plus d'une dizaine d'années pour la fédération. J'ai été assistant universitaire en 2003 chez les gars au Manitoba et j'ai eu la chance de recommencer en 2019 chez les filles à l'UQAM. Puis depuis peut-être 2 ans maintenant, je commence ma 3e année. Je suis encore à l'UQAM, mais je fais plus de sport-études, donc je suis à temps plein universitaire. Et comme je disais, je suis un des rares chanceux qui a la chance de vivre de sa passion. Je pense aussi que tu es une des personnes avec le plus haut niveau de PNCA au Québec. Bon, plus haut, c'est un gros mot. Quoi. Parce que, tu sais, ce que le monde doit comprendre dans le PNCE, si on regarde le PNCE basket, il n'y a pas plus haut que niveau 3. Okay. Le niveau 3, puis le niveau 4, 5, le niveau 4, je sais qu'il le développe, mais quand ça vient au multisport, l'INS te permet d'avoir ton niveau 4 quand tu as ton niveau 3. Donc, c'est plus un niveau 4 multisport. Okay. Tu comprends que j'ai fait. Je suis pas le seul, mais on est même pas 5. Okay. Tu comprends? On n'est même pas 5. Puis là, maintenant, je fais un micro-programme. Ils viennent de partir ça au HEC. Là. C'est leadership en tout contexte sportif. Je finis cet été. Ça a duré 1 an et demi. Okay. Puis, honnêtement, c'est comme un complément à mon niveau 4 que j'ai suivi avec l'INS pendant 2 ans. Donc, les 4 dernières années, je fais juste me perfectionner moi. Mais tu sais, ce genre d'expérience-là te permet pas d'avoir de meilleures places, mais ça te rend un meilleur coach. Puis tu as accès à des données, à de la science. Donc, depuis la pandémie, je suis peut-être un des coachs les plus à jour, oui. Ça, c'est vrai. OK. OK, super. J'avais dit un petit peu qu'on avait parlé de est-ce que le basketball québécois est à la hauteur de son plein potentiel, mais surtout comment on fait pour y arriver. On va partir sur notre première question. C'est quoi l'état du basketball québécois aujourd'hui? Je te le pose à toi parce que tu fais beaucoup de podcasts, hein, on se le cachera pas. Puis sur une de tes dernières chroniques, tu avais parlé du basketball collégien universitaire, notamment des finales. Tu nous avais fait un peu état du basketball québécois. Je vais laisser juste breakdown ça, rappeler ça aux gens qui sont pas au courant. Ce que j'expliquais dans le podcast, c'est que quand tu regardes l'état du basket ici, on forme de bons athlètes. C'est ça qui me fait le plus mal. On forme tellement de bons athlètes que rendu en secondaire 2, ceux qui veulent plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent l'offre de service, puis quand on compare à l'Ontario où ils ont ils peuvent avoir 6 à 7 intervenants à temps plein qui peuvent encadrer leur athlète, leur enfant. En plus de ça, pendant qu'ils pratiquent pendant l'année, tu as peut-être une dizaine d'universités américaines qui viennent te voir pour te faire des offres. C'est difficile pour notre basket à nous de pouvoir compétitionner avec l'Ontario quand en Ontario, ils investissent dans les intervenants. Maintenant, pourquoi ils investissent dans l'intervenant? Parce qu'il y a des gens qui partent des compagnies privées, puis on va appeler ça des prep, c'est du privé. C'est des écoles privées ou des gens qui partent du privé. Donc, c'est des gens qui sont prêts à injecter dans le sport pour y arriver et ils ont les résultats. Mais ce qui fait mal, je regardais du côté féminin, les 2 équipes, la première équipe d'étoiles et la deuxième équipe d'étoiles, 80% des filles venaient du Québec. C'est fou, ça. C'est complètement fou. Donc, j'étais comme, je suis content, mais d'un autre côté, je suis pas content parce que à offrir la bonne offre de service à ces athlètes-là, ils seraient chez nous. Eh bien oui, ils seraient chez nous. Puis c'est prouvé que
quand tu joues proche de chez toi, tu as plus de succès. Pourquoi? Ben, tu es proche de la maison, tu dors dans ton lit, tu manges ta bouffe. C'est niaiseux, même si j'ai plus de cheveux, mais tu peux faire tes cheveux chez ton coiffeur. T'sais. D'être proche de chez soi, ça change tout. Et c'est pour ça qu'on dit que même gagner à la maison. Tu sais, quand tu as une équipe, bon, tu viens du Saguenay, quand tu joues dans ton gym, c'est plus facile de gagner, tu es chez toi. Ouais. C'est dur de gagner à l'étranger. Donc, de dire que le basket ne va mal au Québec, non, il va pas mal. C'est juste qu'il va falloir qu'on investisse ou qu'on trouve des gens qui y croient à un point que l'Ontario arrête de venir chercher nos athlètes parce que à la fin de nos journées, c'est nos athlètes qui font bien paraître leur ligue. Ouais, c'est ça. Puis on voit en ce moment toutes les écoles qui ont du succès sur les scènes provinciales, c'est des écoles privées. Il y a quelques écoles publiques qui réussissent à faire l'exception, qui réussissent à faire des bonnes runs, mais il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, pour les mêmes raisons que tu as dit. Ben, si on prend l'exemple cette année de la Division 1, SSF arrive, gagne 3 championnats provinciaux. Ben, c'est une école qui roule à 6. En tête, j'ai 6 intervenants à temps plein, 5 ou 6 Mais qui c'est run beaucoup. ce temps plein. C'est 6. SSF était reconnu surtout pour les filles, puis je pense qu'en juvénile, ils ont gagné aussi chez les gars. Donc, Et voilà. hey, c'est fou, là. Puis là, tu as du côté à Montréal, tu as Brébeuf qui, Mhm. eux, gagnent du côté des gars. Donc, tu as raison. L'année passée, c'était les Notre-Dame de Lourdes. Ouais. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut que tu investisses pour avoir les intervenants. Puis les jeunes aussi cherchent une stabilité. Il ne faut pas qu'à chaque année, le coach change. C'est déstabilisant, ça. Mais le problème vient, selon moi, beaucoup du fait que chez les filles, il y a de l'argent, mais chez les gars, il y en a quand même moins. Maintenant, les programmes de gars, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que le public s'est voué à l'échec, puis faut tout se migrer vers le privé? Est-ce que le public a des cartes à jouer, tu sais? Ben, À tu vois, partir de là, public, je peux pas dire que c'est fini parce qu'il y a des écoles publiques qui ont investi dans des mhm. entraîneurs cadres pour leur programme. Maintenant, c'est d'espérer que ces personnes-là qui ont cette opportunité-là vont être des agents multiplicateurs puis faire en sorte que d'autres écoles publiques disent, ah ben tu sais quoi, oui, je vais mettre un 60-80 000 sur un intervenant qui va aller me chercher d'autres intervenants à 50-60 pour encadrer mes jeunes et créer une bonne culture dans mon école. Puis pas juste mettre l'accent sur gagner, Non. ça sert à rien. Tu sais, il y a un livre que je conseille aux gens de lire, c'est The Tyranny of Talent. Puis, tu sais, c'est quoi les chances pour un jeune de faire la NBA ou WNBA? Non, c'est Quoi? combien? Une chance sur 70 500. Mais je vais te comparer. Est-ce que tu sais c'est quoi les chances d'un jeune de faire la NHL? Combien? 1 sur 5 000. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, sur les stats, faut pas se le cacher aussi, surtout au basket. Ta grandeur aussi, ça joue. En plus, c'est un sport de grand. Puis 2, le basket, c'est un sport international. Donc, je peux comprendre 70 000 parce que c'est la planète au complet. Le hockey, c'est les pays nordiques qui jouent ça. On va pas se mentir. Ouais. Mais quand même, 1 sur 5 000, c'est pas très grand. Mais 1 sur 70 500. Donc, à un moment donné, oui, faut revoir aussi pourquoi on fait ça. Parce que si on s'attend à voir le prochain Shea qui vient d'être MVP, le prochain Steve Nash, le prochain Lugensdor, le prochain Ben, le prochain Olivier Maxence, la prochaine Cassandre Prosper, la prochaine Sarah Tebiassou, ça va prendre... C'est pas mettre ses œufs dans le bon panier. Là. Selon toi, ça devrait être quel objectif qu'on devrait avoir comme... Culture de qualité. Ça veut dire de... Tu sais, il y a 2 sortes de passion. Tu as la passion obsessive, puis tu as la passion harmonieuse. Beaucoup de programmes, tu vas avoir des intervenants qui ont une passion, mais qui ne se rendent pas compte qu'elle est obsessive. Puis ils sont prêts à tout pour gagner. Quand je dis prêt à tout, est-ce que c'est de tricher, changer les adresses des jeunes, changer l'âge des jeunes, même si le jeune n'est pas éligible, il met sur la feuille. Tandis que celui qui a la passion harmonieuse, lui, va plus mettre l'accent sur l'athlète. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as les ressources qu'il te faut à la maison? Est-ce que quand tu arrives, tu as quelque chose dans le ventre? Est-ce que tu as un projet académique? Donc, tu as 2 coachs différents, mais je te promets que celui qui va gagner à long terme, c'est celui qui pense à l'athlète, qui aime l'athlète, et non pas qui aime gagner comme celui qui a la passion obsessive, parce que les passions obsessives mènent vers des cultures toxiques. Gagner à tout prix. La passion harmonieuse, c'est non, on va gagner, mais de la bonne façon. Quitte à ce que ça prenne des années, mais qu'on va gagner, tout comme SSF ou les Brébeuf, les Notre-Dame de Lourdes, en espérant, bien sûr, ben, comme je parlais avec le responsable de Brébeuf, il m'a dit, ouais, je lui ai dit, tu sais quoi, bravo, parce que c'est le fun de voir que moi, depuis que je joue au basket, j'ai 49. Depuis que je suis jeune, Brébeuf est dans la discussion. Ouais. Puis c'est maintenant qu'il commence à récolter. Il me dit, ah, mais Jay, ça fait longtemps. J'ai dit, même ça fait longtemps, c'est que vous avez une recette, vous y avez cru, vous n'avez jamais été vers la passion obsessive. Ça a toujours été l'académique, avoir des bonnes valeurs et
avoir du respect pour la game de basket. Et ça a payé comme presque 20-30 ans plus tard. Mais Brébeuf a quand même eu de bons athlètes. Il y en a quand même envoyé aux États-Unis. Mais c'est maintenant que le programme, puis il est dominant, comme de Ouais, Atom jusqu'à juvénile. Ça va pas être facile, là. Même chose pour SSF du côté féminin. Puis 100%. tu sais, maintenant, tu as Académie Saint-Louis qui arrive. Mais c'est beaucoup plus des équipes des régions, comme Montréal. En ce moment, il y a juste Brébeuf. Mais Brébeuf, c'est parfait pour tout le Brebeuf, monde. NDL. NDL aussi, qui sont... Puis si on va Grand Montréal. Grand Montréal, oui. Ouais. Mais Montréal, on a juste Brébeuf pour l'instant qui forme des gars. Mais pour des filles, on a nulle part à Montréal. Puis désolé si je blesse du monde, mais si j'ai une fille ou si tu as une fille, Félix, je sais même pas ou lui dire d'aller à Montréal dans une école. Je ne parle pas des programmes civils, là. Dans une Ouais. école où ton enfant va être bien encadré de secondaire 1 à 5. Et Montréal est quand même le plus gros bassin d'athlètes au Québec. Puis la plus grosse région aussi, là, on parle Et la plus grosse région. de Donc, pour population. moi, c'est pas normal. Je suis content pour les régions, mais c'est pas normal qu'on n'a rien à Montréal. À part des écoles privées, puis 100%. malheureusement, c'est pas des 2 watts qui vont à Brébeuf, là. Non, non, c'est ça, 100%. Puis, est-ce que t'en as parlé un petit peu, est-ce que tu penses que le coaching est un petit peu trop axé sur le court terme, sur le win now, puis qu'on n'est pas assez formateur? Tu vois, hein, on en parlait dernièrement dans mon cours au HEC, puis c'est là c'est plus fondamental que ça. C'est comme dans une job. Quand tu es en position de leadership, quand tu postules pour une job, ils vont toujours... Tu sais, on n'est jamais meilleur que nos résultats. Mais ils ont fait des tests, des évaluations, puis ils ont regardé que les administrations t'évaluent toujours sur la technique, la tactique, que ce soit dans le sport ou au niveau du travail. 40 à 50% vient du technique-tactique, et qu'on t'évalue sur tes habiletés intrapersonnelles, tu sais, créer des liens avec le monde, comment tu es avec le monde, 1%. Mais ceux qui ont le plus de succès, ce sont ceux qui ont de bonnes approches intrapersonnelles et non pas ceux qui sont les meilleurs les meilleurs tacticiens ou techniciens. Donc maintenant, sachant ça, est-ce que je peux en vouloir à des coachs qui ne sont pas payés à temps plein, qui veulent garder leur job, de mettre de l'avant la technique et la tactique pour maintenir leur... Je peux pas leur en vouloir parce qu'il y a une disparité entre ce qu'on s'attend de nous, qui est avoir du succès, et le profil de l'emploi où ce qu'ils disent, ouais, mais il faut des personnes qui aiment les athlètes, qui aiment ses employés, puis qui créent des liens. Donc, je ne peux pas en vouloir. Donc, je suis mal placé pour dire que oui, les intervenants, ils veulent trop gagner, parce qu'à la fin de la journée, c'est là-dessus qu'on est évalué. Ouais. Mais quand ils regardent ceux qui ont vraiment le meilleur succès, c'est ceux qui ont les meilleures habiletés sociales, intrapersonnelles. Et c'est 100%. prouvé. Puis tu l'as dit, c'est un des seuls milieux, puis là je vais parler pas juste du coaching du basket, mais dans l'ensemble du coaching, où ils nous en demandent tellement beaucoup de, de tout, là. Le nombre de temps qu'on doit mettre, le nombre de qualités qu'on doit avoir, le nombre de gestion de conflits qu'on va devoir gérer entre nos joueurs, entre des parents beaucoup au secondaire. Tout ça en plus pour une paye qui est quasi, à part les quelques temps pleins dans l'ensemble du Québec, c'est tout. Le reste, il n'y a personne qui va être payé pour ça. C'est même pas des salaires convenables, là. Pour la majorité, c'est soit rien, soit une somme qui veut juste dire merci, là. Puis tu vois, par respect pour les coachs, je refuse de dire qu'on dise salaire. Ouais. C'est plus c'est même pas des allocations, mais j'oublie le terme qu'on utilise, mais c'est des honoraires, là. C'est pas un salaire, là. Puis il faut que nous, on change notre langage. Autant qu'on va dire salaire, ben les gens vont dire, ben, je vais te donner un salaire de 2000. Mais non, tu me niaises, là. Comme ils le disent, là. Je pense pour vivre au Québec tout seul, je pense que c'est 50-60 000 à peu près, je pense. Ouais, je pense dans la dernière nouvelle que j'ai vue, c'était 50 000 Tu à comprends? Montréal. À Montréal, pour survivre tout seul, il te faut 50 000. Donc, quand on vient de dire, je vais te donner un salaire de 2 000 ou 5 000, non, c'est pas un salaire. Moi, j'appelle ça plus des... j'ai oublié le terme. Peut-être ça va me revenir tantôt. Mais non, il faut qu'on arrête de dire salaire parce que autant qu'on va dire salaire, ils vont accepter que 2 000, c'est un salaire. Non, non. Un salaire, tu me parles pas avant 55 000. Ouais, 100%. T'en as parlé un petit peu, on parlait de joueurs qui étaient en montée de puissance. On avait quelques Canadiens dans le lot, mais on voit quand même qu'il y a une tendance dans le basket là, à avoir de plus en plus d'Européens qui se glissent dans le lot. Là. Oui, en NBA, là, on le voit avec tous les joueurs qui sont là, Nikola Jokic, Giannis et tout. Mhm. Mais on voit même aussi universitaire où est-ce qu'il y a des joueurs et joueuses qui viennent de l'Europe qui dominent dès le début. Qu'est-ce qui se passe en Europe comparé à ici? Pourquoi ça va aussi bien dans leurs joueurs? Puis ça, c'est vraiment comment je le vois. Hein. C'est peut-être pas ça. Mais Ouais. la structure ici en Amérique versus l'Europe est différente. Nous, tout se passe dans les écoles. Eux, là-bas, ça se passe sur des académies.
C'est-à-dire, le jeune a fini l'école et il va sur une espèce de facility, excuse mon anglicisme, là, il va dans un endroit où ils sont encadrés, où ils ont un gym. Et eux, ce qu'ils font, c'est tout est calculé. Ça veut dire, dès qu'ils sont plus jeunes, l'emphase est plus mise sur le développement que jouer des matchs. Oui, ils vont jouer des matchs, ils vont peut-être avoir 4-5 pratiques, 6-7 avant de jouer un match. Et tout est sur la résolution de problèmes. Nous, ici, tu vas aller voir des matchs mini, pré-novice 5-7 ans, novice 8-9 ans, mini 10-11 ans. Puis tu vas voir des coachs avec des boards qui font des press, qui font des sorties de balles. Comme on respecte même pas le développement de l'être humain. Un être humain ne peut pas commencer à faire de l'analytique, de la résolution de problèmes avant secondaire 3. C'est pas pour rien que c'est pas avant secondaire 3. Je pense qu'on commence les grosses matières en anglais, pas en anglais, en mathématiques. Donc, eux respectent le développement à long terme de l'athlète, mais aujourd'hui, cette semaine, j'ai vu quelque chose qui se passe. Tu vois, les endroits comme Barcelone, Real Madrid pensent à fermer leur centre parce qu'ils réalisent que ils sont en train de former des athlètes pour les États-Unis parce que là, on leur fait des grosses offres. Donc, même eux, qu'on pense que ça va bien, se font prendre leurs jeunes à cause des deals NIL. Puis ça, j'ai de la misère à suivre les deals NIL parce que je sais qu'un Canadien ou un Québécois qui va aux États-Unis, même si on te donne une bourse, ça ne veut même pas dire que tu vas avoir un NIL. De ce que j'ai compris, il faut que tu sois citoyen américain ou ça dépend. Il faut que tu sois né aux États-Unis puis que tu es venu ici ou que tu aies le bon visa. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que des Européens arrivent aussi à avoir des contrats là-bas. À moins qu'eux, c'est le même principe, ce soit des équipes, des compagnies européennes qui sont situées aux États-Unis, qui sont prêtes à les commanditer. Parce que les NIL, comment ça fonctionne, il faut que tu aies un numéro d'assurance sociale, si on va dire un green card, pour qu'ils puissent te donner un NIL. Assurément qu'ils ont ce problème-là. On le voit apparaître un petit peu partout en ce moment que leurs joueurs quittent. Mais dans un sens, eux, ils ont un problème ils développent vraiment bien leurs joueurs comparé au reste de la planète. Là. C'est assurément la région dans le monde qui développe le mieux leurs athlètes là, en ce moment. Qu'est-ce qu'ils font mieux que nous? T'en as parlé un petit peu, mais c'est-tu l'emphase sur... Quand on regarde une game de Euroleague, on voit que la balle bouge mieux. On voit que les mouvements off-ball sont vraiment plus là. Les skill sets sont plus là. On a un peu moins d'athlétisme. Tu penses c'est quoi qu'ils font mieux que nous? Je vais donner un exemple. Puis on va venir ici au Québec. Tu as ton programme mini. Ton programme mini, avant qu'ils arrivent à Tome, ce qui est important, c'est qu'il soit capable de lancer un lancer franc, capable de garder son joueur devant lui, puis de faire ses lay-ups avec main droite, main gauche. Dès qu'il est capable de faire ça, il arrive à Tome. Ce qui est important à Tome, c'est de garder la balle, le joueur devant toi, et que si ton partenaire a une passe de la balle se fait battre, tu es capable de comment je peux dire ça? Oui, à stunt, mais l'objectif, c'est de le dissuader de rester à son spot, tu comprends? Et quand ça vient au one-on-one, que si mon joueur me coupe le corridor de passe, automatiquement, je fais un backdoor. Tu vois? Avec ça, moi, je rajouterais juste de commencer à comprendre le concept nord-sud, de la transition offensive, transition défensive. Et voilà. Juste c'est basé sur le collectif. Moi, c'est ce que je joue aussi dans l'auto. Et t'as raison. Dans le fast break, c'est que quand on pousse la balle, on joue large, puis tu bumpes la baseline, puis on force la défensive à surveiller 2 personnes. Un défenseur est obligé de surveiller 2 personnes. Tu comprends? Puis créer l'avantage. Comme ça, quand t'arrives Benjamin, là, maintenant, tu peux rentrer dans les choses un peu plus complexes où oui, à la backdoor, mais là, on peut peut-être commencer à faire l'initiation des mains à main, ou ce qu'on appelle les hand-off. Tout doucement, tu commences. Puis, dans le fast break, tu rentres dans des actions. Comme j'ai dit, main à main. Puis, quoi encore? Ça peut être give and go. Tu comprends? Tu comprends? Quand tu arrives cadet, là, tu consolides ton main à main hand-off et tu fais l'introduction au pick and roll. Parce que le pick and roll, à lui seul, il y a 3 à 4 lectures à faire selon la défensive. Tu comprends? C'est assurément l'action qui donne le plus de lecture au basket. Là. Et de loin devant n'importe quel autre. Et voilà. Mais quand tu as un bon programme, puis dès ton Benjamin, tu es capable de maîtriser ton hand-off et de commencer l'introduction au pick and roll. Mais je le conseille pas, Benjamin, bien sûr, mais que tu arrives cadet, puis en un an, tu es capable de leur montrer les 4 lectures du pick and roll parce qu'ils maîtrisent déjà le hand-off, ils maîtrisent déjà le main-à-main parce que là, le nord-sud, rendu Benjamin, c'est plus tough. Faut que tu apprennes à jouer Est-Ouest. Et voilà. Surtout cadet. Quand tu arrives juvénile, puis tu es dans le pick and roll avec un gars comme Luka Doncic, il rit, lui. Parce que tout ça, il l'a maîtrisé pendant 4-5 ans. Donc, ils n'ont pas besoin d'être athlètes. Eux, maintenant, ils sont capables de prendre une décision en 0.5 secondes parce qu'ils ont tellement eu de répétitions qu'un pick and roll, c'est rien. Et en plus, ces gars-là jouent pro à 15-16 ans.
Quand ils arrivent à 15-16 ans, ils maîtrisent toutes les notions dont toi et moi, on vient de parler. Puis j'en ai oublié, 100%. là. Tu sais, j'ai le vulgarisé, mais Ouais. ça change tout. Ça change tout. En plus, on voit un petit peu, je sais pas si t'écoutes un peu les playoffs, on voit que là, les équipes qui restent, c'est beaucoup d'équipes qui vont jouer énormément sur le pick and roll. On parle des Knicks avec Jalen Brunson qui va attendre l'écran de Carlton Town à tous les séquences. Shea, c'est un petit peu moins, mais il y a beaucoup, beaucoup d'écrans encore. Tu sais, c'est deux des équipes qui énormément jouent sur le pick and roll, puis juste, on va l'utiliser, puis à partir de là, on va faire la bonne lecture. Ils ont des joueurs skills, ça l'aide, là. Quand t'as Carlton Town qui peut gonner comme qui peut te la dunker, puis Jalen Brunson qui shoot comme ça, c'est plus facile. Mais ça reste que toute leur identité d'équipe à ces deux programmes-là, c'est juste on screen la balle, puis à partir de là, on read. Exactement. La game Nord-Sud est difficile. Mais là, c'est le moment d'écouter la NBA parce que Nord-Sud, oublie ça, là. Ils n'y arriveront plus. Ils sont obligés de jouer Est-Ouest puis essayer de créer des avantages Nord-Sud. Puis même si tu crées un avantage Nord-Sud, les équipes sont tellement bonnes défensivement qu'avant même de recevoir la balle, il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais. Ouais, c'est ça, Et 100%. arrivé là avec New York puis Indiana Pacers, justement, ils se sont fait avoir. Comme quand tu fais des bonnes lectures, regarde, en 26 points, je sais pas combien de temps, et voilà. Et à un moment 100%. donné, quand tu as un coach qui, moi je l'ai toujours dit à tout le monde, je dis les Knicks, je les aime bien, mais le fait que ces joueurs-là ont été surutilisés depuis le début de l'année, ça va les rattraper. Et qu'est-ce qui arrive? Ils sont brûlés. Comme, pour prendre des décisions, il faut que tu sois en forme, physiquement et Ouais. mentalement. Tu comprends? Là, ils sont fatigués. Donc, même si ta tête te dit, ah ouais, je dois faire cette lecture, tes jambes te disent, mon ami, je suis désolé, je suis plus capable. J'ai trop Ah ouais. de village dans mes jambes, là, je suis pas capable. 100%, puis on le voit sur les détails, là. On Ah, s'éternisera pas sur l'NBA, mais on voit OJ qui manque son Hey. premier lancer franc. S'il mettait, le buzzer de Terry servait à rien. Puis moi, je l'ai dit, j'ai dit, New York, ça me fait mal parce que le coach s'est jamais ajusté depuis des années. Tu surtaxes les athlètes. Hey, 82 100%. games. À un moment donné, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça que l'Europe fait bien. Puis en plus de ça, ils ont toute la connaissance, les années d'expertise à peaufiner leur approche. Donc moi, tout ce que je t'ai dit, ça se peut même que Mini, il maîtrise déjà le main à main ou le Mhm. hand-off là, comme de maître. 100%. Tu Puis comprends? moi, ce qui me sidère toujours, c'est leur notion du spacing dans tout ça. Comment ils gèrent bien le spacing, comment la balle elle bouge. Puis surtout, les mouvements off-ball. Je trouve que où les joueurs sont toujours en mouvement, toujours en démarquage. On le voit, là, c'est tout le temps en mouvement. Tu sais, c'est ça, puis ça force la défensive à surveiller 3 actions à chaque passe. C'est sûr, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être perdu. Il va avoir un missing Ouais. link. Versus quand tu regardes les games de la NBA, c'est toujours une action, puis les 3-4 autres regardent la balle. C'est plate. Je suis pas capable de regarder une game de la NBA. Non, c'est ça, mais la seule différence de l'NBA, c'est qu'on est rendu un petit peu au stade, selon moi, que les joueurs sont rendus tellement skills. Là. Ça en est quasiment ridicule. Là. Ça crée des problèmes qu'on vivra pas ailleurs. T'as les meilleurs de la planète qui sont à la même place. Puis ils sont tous Ouais, c'est 6 ça. pieds 9 et c'est tous des géants, tu sais, c'est comme... C'est un sport de grand. C'est un sport de grand, mais de les voir bouger comme ça, de prendre ces décisions-là, comme... Mais comme moi, je suis un gars des Bad Boys, des Pistons dans le temps, là, comme... Moi, j'aime le old school basketball, tu sais, rentre en dedans, pound, ressort la balle. Mais là, voir des 83 points par match, là, comme... Mais on voit que le old school basketball revient de plus en plus. Là, tu sais. On va pouvoir commencer à ratisser grand, puis on se rapproche de notre objectif, mais on va continuer juste sur la petite lancée de NBA. Voilà 5-6 ans, quasi aucun big. C'était tous des profils à Kevin Durant, des gens des 7 pieds, mais très skinny, très mobile, mais aucunement de force physique. Là. Il y avait toujours, tout le monde disait, ah, si Shaq était là, il dominerait tout, c'était vrai. Mais là, on voit que y a des joueurs comme Jokic qui reviennent. On peut parler de Joel Embiid, Carlton Town. On parle des Giannis. joueurs comme Zubac. Et Yanis, à la limite, c'est quasiment un ovni là, de faire 7 pieds, bouger aussi bien, être aussi gros. Et on voit que les vrais bigs reviennent. Il y a encore beaucoup de five-out à NBA parce que les joueurs shootent toute la balle. Mais ça nous permet de voir que en universitaire en NCAA1, des joueurs comme notre Canadien Zach Edey, il a joué universitaire toutes ces années à être un vrai big, à jouer dunker spot, puis à jamais stretch le terrain. Puis on le voit aussi universitaire là, dans le Rouge et Or quand ils ont gagné il y a 2 ans. Ça jouait avec quasiment 2 bigs. Là. Toujours un big inside, pur basketball qui était joué NBA il y a 15 ans. Tu sais. Ça t'en penses quoi du côté de revenir quasiment aux sources du basketball? À la fin de la journée, à part Shea qui a gagné, là, si tu regardes les 4 derniers MVP, c'est Giannis,
Jokic, Embiid, c'est toutes des bigs. Mhm. Puis ça le prouve que tu ne peux pas gagner sans un big. Puis cette année, ça aurait pu être Jokic encore. Je pense qu'il 100%. voulait éviter qu'il gagne une quatrième fois d'année de suite, là, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un guard ou shooting guard qui gagne le MVP. Ça a toujours été des bigs depuis les 4-5 dernières années. Donc c'est la réalité. Tu veux gagner, il te faut un big. Tu peux pas gagner sans ça. Tu peux pas parce que la shot la plus efficace au basket, c'est autour du panier. Ça changera jamais, ça. Non, puis tu sais, c'est une chose que les Européens font super bien, c'est qu'ils utilisent bien la baseline. En permanence, même sur des plus petits joueurs, même sur des gars qui drive and kick, au lieu d'aller se reposer tout ça à 3 points, il y en a beaucoup qui vont, je veux pas dire errer, ils vont pas perdre leur temps non plus, mais ils vont aller coller la baseline, voir les options, faire réagir le défenseur. Par la suite, ils vont bien se déplacer par rapport à ça. Je pense que tu as raison c'est assurément le shot le plus efficace. J'ai l'impression que le monde le redécouvre un petit peu ces dernières années. S'il y a une chose aussi que les Européens font bien, c'est qu'ils utilisent beaucoup ce joueur-là. Ouais, parce que c'est pour ça que Embiid, c'est comme les gens comprenaient pas pourquoi il méritait d'être MVP. Et les 3 shots les plus efficaces au basket, surtout international, c'est le lancer franc. Mhm. Embiid était bon au lancer franc. Le putback ou le layup. Embiid est un big man, il y avait un bon pourcentage là. Et la 3e shot la plus importante, c'est comme tu l'as dit, la shot corner au coin 3 points, il pouvait la shooter. C'est pour ça que l'année qu'il a gagné MVP, c'était indiscutable, parce que dans ces 3 spots-là, il était le meilleur. Jokic, maintenant, il est arrivé. En plus, il a rajouté la shot mid-range au T. Mhm. Ce qui fait que Jokic est encore plus difficile à Puis guard. on parle de joueur aussi qui sur le papier est un big, mais il a le profil type de point de garde, là, à part qu'il ne monte pas sur les transitions offensives. Ce qui est encore drôle, parce que souvent, il run la transition offensive, pas sans la courir, mais il run par la passe. Mais c'est plus, ça ressemble plus à un point de garde qu'un big en termes Oui, parce de que tu peux pas le skill doubler. set. C'est ça, Ouais. tu peux pas le doubler parce qu'il fait les bonnes lectures. Dès que tu le doubles, il sait qu'il y a quelqu'un de libre, puis c'est fini parce que tous les gars, one-on-one, NBA, tu peux pas laisser personne open. Non, Open, 100%. je pense qu'ils réussissent 80% de leurs shots. Ouais, c'est ça, 100%. Euh, on a parlé un petit peu de l'Europe et tout, de comment ça allait bien là-bas. Ah, ils ont leurs propres problèmes aussi, mais comment ils développent bien leurs joueurs, comment ils développent bien globalement leur programme. Euh, Est-ce que ça vient du fait que, puisque ça soit privé, ça fait en sorte qu'il y a une meilleure communication intra-coach? Ça veut dire que le coach pro il est impliqué avec le coach semi-pro, semi-pro, est impliqué avec son U17, U17 avec U16, etc. Tu penses que ça vient de là, le fait que clairement les programmes là-bas ont une identité? Ça aide. Tu sais, si ça fait 7-8 ans que tu es là, tu parles la relève. Moi, j'ai les espoirs. Ça fait 7-8 ans qu'on travaille ensemble, on communique. Ensuite, tu as quelqu'un qui s'occupe de l'élite. Après, de nos pros, on se parle, on discute. L'introspection, pas d'ego. On est là pour les bonnes raisons. Puis on sait que la cause est plus grande que nous. Ben, c'est sûr que ça aide. Mais ici, si tu n'es pas dans une école privée qui y croit, comme tu l'as nommé, tu sais, SSF, il y a quoi? Au moins minimum 5 à 6 personnes à temps plein. Tu as le temps de réfléchir, cogiter sur le basket, comme qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Mais si toi et moi, on est payé 2000$, mais on a une job à temps plein, puis on coach entre tu sais, ton foyer puis ton travail, Ton travail. tu comprends comme les personnes qui sont à temps plein, ils sont en train de nous scouter nos faiblesses. Toi, tu n'as pas le temps de scouter les faiblesses de ton adversaire. Donc, juste là, il va gagner. Pas parce que tu n'es pas un bon coach, parce qu'il voit tes faiblesses, puis il a déjà un plan de match pour toi. Toi, tu n'as pas ce temps-là. Et si tu prends ce temps-là sur ta job, tu vas la perdre. Donc, tu sais, à un moment donné, je suis pas étonné que les écoles privées ont presque tout raflé. Et ici, ils n'ont pas tout raflé D1. Je sais pas, pour D2, qu'est-ce que ça a donné? C'est similaire en termes chez les filles, c'est Collège Marisque, on a tout gagné ici. Toi, En tu as tout gagné Juvéga, juvénile. C'est Paul Hubert qui est un Encore. programme. Ça appartient à la Polyvalente, mais si je me trompe pas, c'est un programme privé quand même, là. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Puis en cadet, c'est Seigneurie qui a gagné. Seigneurie, c'est peut-être la seule exception à la règle un peu dans tout ça, là. Puis tu vois, la finale de gars, c'était Polybert contre Séminaire Sainte-Marie. Tu vois encore? C'est ça, 100%. Puis en Benjamin des deux, c'est SSF gars qui ont gagné chez les gars. Oh, Puis wow. chez les filles, c'est Ayson. Ah, c'est la Seigneurie qui a gagné en cadet. Contre Saint-Jean-Eudes. Tu vois?
Puis Comme, moi, Collège Maris, on a fini troisième. Même en Division 2, le t'as constat est raison, Collège similaire. Mariste en cadet. Hey, Benjamin Féminin des deux, un peu d'espoir. Non, c'est Académie Saint-Louis qui a gagné contre Notre-Dame de Lourdes. Puis Benjamin des deux, c'est Séminaire Saint-François qui a battu Saint-Ex. Tu vois? C'est tout du privé. Ouais, Les intervenants font la différence. Mais pour que les intervenants fassent la différence, il faut que la direction investisse dans ces intervenants. 100%. Ça me permet de rentrer dans notre prochain sujet. Qu'est-ce qu'on peut changer demain dans notre façon de faire les choses ici, afin de se permettre globalement dans le Québec d'avoir un basket plus en santé, plus performant? Ouais, je pense qu'il faut qu'on recommence en bas, dans le mini. De repartir toutes les structures dans les écoles publiques. Je vais parler pour les écoles publiques. Dans les écoles publiques, il faut mettre les meilleurs. Tu sais, on le dit dans les formations apprendre à s'entraîner. Il faut des animateurs. Il faut pas des. Il faut des animateurs dans le mini, des éducateurs et non pas des coachs. Les coachs, garde-les pour ton cadet juvénile, mais il faut les meilleurs éducateurs, les meilleurs pédagogues doivent être en bas. Ouais. Mais juste là, c'est difficile à trouver. En plus, la majorité des programmes ont tendance à mettre les coachs à moins d'expérience avec les plus jeunes. Et Puis c'est un voilà. petit peu sur ce qu'on se disait avant de commencer le podcast. Tu mets un plus jeune là, moins d'expérience, c'est pas sa faute. Ah, c'est plus difficile sur 2-3 points. Puis ensuite, cette courte-là traîne ces points-là. Possiblement que ça va être corrigé l'année d'après quand ils vont ramasser un bon coach. Mais- On peut aller aussi vite qu'ils devraient aller ou qu'ils pourraient aller du moins. Puis là, on traîne ça sans cesse jusqu'au collégien universitaire avec toujours une petite année de retard. Je te laisse continuer, excuse-moi. Non, mais t'as raison, parce que je vais te donner un exemple. Tu sais qu'on était ensemble dans la première année qu'on a fait dans le camp, le Hoops Lab. Oups, là, ouais. Puis tu sais, j'ai eu la chance d'avoir, je sais que PO est plus avec l'Académie Saint-Louis, mais tu sais, lui, il s'occupait du mini pour l'Académie Saint-Louis. Ouais. C'est un prof, pédagogue, puis j'ai eu la chance d'être avec lui 2 ans. Mais j'ai dit, oh my God, je regardais son approche à pédagogie, j'ai dit, comment veux-tu compétitionner quand tu sais que c'est lui qui s'occupe du mini? Je le regardais aller, puis même moi, j'apprenais de lui. J'ai dit, juste ça fait la différence. C'est pas un petit jeune qui est là. C'est un père de famille, pédagogue, un prof, qui s'occupe de ça, puis il est là pour les bonnes raisons. Puis c'est un exemple que je donne, là. Mhm. Donc moi, quand j'ai vu qu'Académie Saint-Louis moi, je n'étais pas étonné, là, je les ai vus venir parce que j'ai vu ce qui se passait en bas. Puis là, Exact. maintenant, ils ont mis des coachs comme Chuck. Je l'appelle Chuck, là, je le connais depuis longtemps. Là. Tu sais, Chuck coach les filles, mais là tu as un coach en haut puis tu as un pédagogue en bas. J'ai dit, oublie ça, là, c'est... Puis ça n'a même pas pris 1 an, puis ils ont déjà fait leur nom. Pourquoi? Parce Ouais. que la job a été bien faite en bas. Mais pourquoi elle a été bien faite? Parce que tu avais des intervenants dès le départ. Puis je pense qu'Académie Saint-Louis, c'est pas 3000 élèves, là. Non, je pense c'est pas petit, mais je pense que c'est un 1500-2000. C'est pas un gros bassin, là. Puis c'est pas Montréal, là. Non. Montréal, on a des écoles qui ont beaucoup plus d'athlètes, là. Comme, pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Ben, c'est la volonté, ça revient aux directions. Puis, tu sais, je pense, là, maintenant, il y a beaucoup de coupures, là. Comme, je sais que la mesure, Mhm. je suis même pas sûr que ça va continuer dans les écoles. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dès que la mesure va partir. 100%. Puis on avait vu aussi cette tendance-là quand même au cégep où est-ce que c'est pas non plus Montréal qui est là à dominer tout. Ça vient du fait que les régions puis au Québec peuvent aller voler des athlètes. Mais pourquoi dans un endroit où est-ce que, bon, cégep, t'es comme toute seule, là. Le cégep universitaire, t'es seul au monde. Pourquoi ça fait en sorte que des écoles comme Édouard Montpetit, qui est la plus grosse, si je me trompe pas, c'est le plus gros cégep au Québec, est pas une top à chaque année? C'est tough parce que, tu sais, si t'avais parlé de Édouard, tu sais, Édouard, dans les dernières années, je sais que quand je regarde les Jeux du Québec, la Rive-Sud a gagné souvent. La Rive-Sud a beaucoup de sport-études de concentration. Donc, je me dis, Édouard, si tu vas chercher les 2 meilleurs de chaque sport-études à chaque année, tu sais, il devrait être dans le top 3 selon moi. Puis je pense que Longueuil est le deuxième plus gros bassin, je pense, au Québec. Je pense que Ok. c'est Montréal, la Rive-Sud, la Ville de Québec ou un des deux. Tu sais, puis je pense après, c'est l'Estrie comme Sherbrooke, je pense, si je m'abuse. Si je m'abuse, on peut me corriger, là. Mais il fait quand même partie des top 5 bassins. Donc, t'as pas tort. Pourquoi un programme comme Édouard Montpetit n'est pas en mesure? Puis ils ont beaucoup de gym. Puis ils ont une belle infrastructure. Mais je sais qu'ils sont en train de revoir leur approche. Donc, peut-être que ça va recommencer d'ici 3 à 5 ans. Mais Mhm. ils sont Ben là, pas- ils viennent de changer de coach aussi, là. Je pense que Oui, c'est c'est Loïc ça. qui est Donc, rendu là. C'est sa le deuxième temps année, que... puis que là, c'est normal que C'est ça. là, il gagne pas, là. Donc, tu sais, il y a un changement. Puis ça va prendre... Tu sais, ça prend
5 à 7 ans quand tu changes de culture. Mais si c'est bien fait, quand Édouard va commencer à gagner, mais il va être tough à déloger parce que il a quand même CCL, Gérard Filion, NDL, Durocher, De Mortagne. T'as 5 concentrations sport-études et peut-être j'en oublie. Tu sais, t'en as 5. 100%. Donc, si tu vas gars comme fille, si tu vas en chercher 2 de chacun de ces programmes-là à chaque année, comme je dis, les athlètes ont plus de raisons de rester proche de chez eux que d'aller en résidence puis faire 3-4 heures en transport en commun pour s'éduquer comme 100%. tu peux le faire à côté de chez toi dans un des plus gros, si c'est pas le plus gros cégep, si on parle d'Édouard, tu sais. Mais quand Puis tu regardes Montréal, vas-y mon homme. à part si je me trompe, Durocher, c'est public ou Non, c'est privé? du Rocher, c'est privé. Ben, tu vois, ça, ils ont pas performé sur la scène provinciale, mais ils ont pas performé parce que leurs gars ils ont sorti du circuit Division 1. Voilà, c'est juste pour ça. Parce que s'ils sont là, probablement que c'est eux qui gagnaient. Là. Mais tu sais, Et on voilà, parlait encore une d'autres école privée. programmes qui performent privés. Durocher, c'est encore le cas. C'est ça. Puis le responsable, il s'est dit, ben là, moi, j'ai besoin de challenger mes athlètes, je les mets ailleurs. Puis ça faisait longtemps qu'il disait, hey, s'il vous plaît, là, avant que moi je sorte, offrez-nous quelque chose. Ouais, il l'a dit. Et voilà. Loïc avait fait un super post sur les réseaux sociaux pour expliquer que c'était notamment pour contrôler l'exode des joueurs qui quittent Québec et qui voulaient offrir quelque chose pour permettre aux joueurs de rester chez eux, mais de pouvoir un petit peu comme fait SSF, pouvoir jouer contre le meilleur calibre possible, au moins au pays, si c'est pas en Amérique. C'est ça, donc les gars, au moins, ils n'ont pas été ratoureux, ils l'ont expliqué, ils ont attendu à un moment donné. Ben, toi, ta clientèle te demande, hey, je veux la meilleure offre de service ou je m'en vais. Mais si tu veux pas les perdre, ben, tu fais comme les autres. J'ai des bons intervenants, puis je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Ontario, on va te donner un horaire qui ressemble à ce que tu vois en Ontario, aux États-Unis, puis on va te mettre un encadrement pour éviter que tu t'en ailles. Mais tu payes pour. Est-ce que ce combat-là, c'est le combat du RSEQ ou c'est le combat de Québec? Ou juste. C'est ça l'affaire. Le RSEQ, son mandat, c'est de gérer des ligues. Il faut que les gens comprennent ça. Là. Le RSEQ gère des ligues. Eux, ils ont le mandat du gouvernement, dit hey, le sport, fais-nous des ligues selon voici nos normes. Et le RSEQ, après, va voir les fédérations, puis dit hey, vous, les fédérations, structurez vos programmes pour rentrer dans le cadre qu'on a mis pour nos ligues. Ça appartient pas au RSEQ. Là. Il y a plein de gens qui jappent. Non, ça appartient pas au RSEQ. Là. Puis s'ils sont pas sûrs, allez sur le site du RSEQ puis regardez leur mandat. Puis allez sur le site des fédérations, regardez leur mandat. Le mandat de la fédération, c'est d'encadrer le basket de secondaire 1 à 5. Ils ne s'occupent pas du primaire, puis ils ne s'occupent pas du cégep, puis de l'universitaire. Ils sont là comme conseillers. C'est pas pour rien qu'ils font les U15, ils font les Jeux du Québec, le U15, U17. Ça s'arrête là. Parce que quand ça vient au cégep, c'est pas leur responsabilité. Donc, tu vois, c'est pas au RSEQ de gérer ça. Eux, leur job, c'est de nous donner des ligues. Puis d'avoir des gestionnaires qui font en sorte que ça roule bien. Puis qu'il n'y ait pas de scandale, puis tout va bien. Fait que si on se dit que on va augmenter le niveau du basket au Québec, c'est vraiment au programme, ensemble, de réussir à chercher cette step-up-là, individuel en premier lieu, avec ton programme, puis par la suite de t'assurer de créer des systèmes compétitifs. Là, je pense à la fameuse Ligue Excellence là, qui existe chez les filles. Je ne sais pas honnêtement si elle existe chez les gars, je sais qu'elle existe chez les filles. Je crois que c'est une petite solution, elle n'est pas parfaite. Assurément qu'elle mais c'est déjà ça. Assurément qu'elle a la particularité d'exister et puis de bien faire les choses quand même. Mais moi, ce que je dis avec ce qui se passe aux États-Unis, le NIL, c'est que là, maintenant, quand nos jeunes vont réaliser que, oh, OK, on peut payer mes études, mais je fais pas d'argent, pourquoi tu irais jouer aux États-Unis, faire des stats de 1 point, 2 rebonds, puis dès qu'il change de coach, le coach, c'est pas lui qui t'a recruté, il te met de côté, sauter dans le... Là, il y avait tellement de monde dans le portal. Si nous, on est capable d'avoir des bons programmes et que le RSEQ nous donne encadre une ligue qui fait du sens avec les bons arbitrages et tout, ils n'ont aucune raison de s'en aller. Mais c'est à nous de commencer à petite échelle. Tout le monde dans sa paroisse gère bien son affaire. Puis plus nous, on va faire notre job dans notre paroisse, plus notre ligue va être meilleure. Qu'on gère le contenu, parce que le RSEQ gère le contenant. La Fédé administre le contenant pour s'assurer que le contenant aille bien. Puis que dans le contenu, il s'assure, il dit hey, pour tel niveau, nous, voici ce qu'on attend comme cadre. Voici ce qu'on s'attend comme intervenant. On parlait un petit peu de développement et tout. Le programme maintenant, universitaire, t'arrives un joueur, tu peux l'avoir en 3-4 ans. Je pense que c'est 4 ans maximum de 3 à 5 ans. Fait que tu peux l'avoir de 3 à 5 ans. Comment tu gères l'encadrement puis le développement de ton joueur de 3 à 5 que tu vas avoir entre 3 et 5 ans?
C'est long, là. Déjà, c'est long, là. Puis j'explique aux athlètes, j'ai dit, tu te rends compte que quand tu fais le choix d'aller universitaire, que ce soit ici ou ailleurs au Canada, il y a 46 universités, tu vas être avec la même personne et c'est la même durée que d'être au secondaire. Donc, tu imagines avoir le même coach de secondaire 1 à 5, là. J'ai dit, tu sais, c'est un gros move, là. Tu comprends? J'ai dit, moi, je leur dis honnêtement, je dis, fais attention à la décision que tu prends, même si tu veux venir avec moi. Parce que apprends à me connaître, parce que c'est la même face que tu vas avoir pendant 4 à 5 ans. Et si tu changes d'université, tu dois t'asseoir 1 an. Donc ça, c'est la première des choses. C'est quoi ton projet académique? Moi, je coach des filles. Les filles, c'est pas comme les gars. Le plus haut niveau au Canada, c'est universitaire. Tu sais, ils parlent de WNBA, mais en ce moment, une fille peut pas aller plus haut que WNBA, plus que universitaire ici. Les gars, ils ont l'Alliance. Ouais. Ils ont la CEBL, tu comprends? Puis ils ont les Raptors 905. Après, ils ont d'autres choses. Donc, les filles, quand ils arrivent universitaires, il y en a beaucoup qui sont comme leur carrière avant tout. Peu veulent aller jouer semi-pro. Donc, moi, mon approche est différente que d'avoir un programme de gars. Les gars vont venir universitaire. Ah, c'est pas grave ce que je vais faire. Moi, I'm gonna make it. Je vais faire la ligue. Les filles, c'est moi, je veux ma carrière. Est-ce que je suis prête à pratiquer du lundi au samedi puis à juste avoir dimanche off pour ma passion que j'ai sacrifiée depuis le primaire? Quasiment éternellement. Moi, c'est là que je suis avec les athlètes quand je leur parle. Est-ce que tu es conscient de ça? Si maintenant ils disent oui, ben maintenant, c'est de faire un état de la situation. Puis moi, j'ai la chance d'avoir la science du sport à l'UQAM, mais c'est de faire des tests avec eux puis voir où est-ce qu'ils en sont rendus avec leur corps. Comme est-ce qu'ils sont négligés, ils ont pris soin d'eux? Puis ça, c'est une autre bataille. Comme universitaire, ils pensent que c'est de la blague. C'est pas facile. Je vous donne un exemple. Ici, à l'UQAM, le lundi, tu pratiques le matin 2 heures de temps, donc de 8 à 10. Après, tu as ta muscu de 10 à 11, puis tu as des meetings d'équipe de midi à 1. Tu vas à tes cours qui vont jusqu'à 9 heures. Mardi, c'est la même chose. Ta journée se répète jusqu'à 9 heures. Mercredi, tu as la pratique de 8 à 10. C'est plus des walkthroughs. Tu vas à tes cours. Jeudi, tu prends le bus vers midi 1h, tu vas jouer ailleurs ou tu joues à la maison. Vendredi, tu fais une pratique pour te réajuster, tu gères tes bobos. Samedi, tu rembarques dans le bus ou tu joues à la maison un match. T'as dimanche off et tu recommences lundi. Tu fais ça pendant 20 semaines. Je te le dis, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le Non, monde. ça, c'est sûr. Autant physiquement, mais aussi que mentalement. Puis Mentalement. quand tu arrives à cette run-là, il y a beaucoup de jeunes aussi, notamment chez les filles, chez les gars aussi, mais notamment chez les filles, où est-ce que la jeune fille ou le jeune garçon, depuis, on va dire secondaire 1, il est dédié à ce sport-là, corps et âme. Il en fait tous les jours, sans aucune exception. Fait qu'il y en a beaucoup qui arrivent à 18, 19 ans, puis ils sont comme, ah, moi j'ai mon quota, je peux plus toucher une balle. C'est ça. Fait qu'effectivement, il y a aussi le côté, faut que ta passion elle brûle encore, là. Il En faut plus qu'elle d'être brûle. physiquement tougher la run. Puis ceux qui ont le plus de facilité, c'est ceux qui sont dans des sports-études ou dans des programmes qui ont les poussés à faire des 20-30 games au secondaire. Puis ils ont eu la chance d'être dans un programme collégial qui les pousse encore à faire au moins 3 pratiques semaine. Mais je vais être franc avec toi, ceux qui font moins de 3 pratiques semaine collégiales, rendus fin novembre, début décembre, sont plus capables. Parce qu'en plus, l'universitaire, c'est pas comme le collégial, les études, là, c'est marginal. Moi, je suis au HEC, j'ai juste un cours, puis je suis. J'ai mal à la tête. Eux, ils en ont 3 à 4. Là. Tu sais, c'est des cours magistraux. Là. C'est pas facile. Là. Donc, en plus de tes pratiques, tu dois gérer tes cours et tu dois être éligible parce qu'il te faut 18 crédits pour jouer l'année d'après. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes minimum 3 cours par session pour être en mesure de jouer l'année d'après. Puis, t'as dit que toi, quand il arrive, tu fais un plan, voir où est-ce qu'ils en sont physiquement. C'est quoi ton premier constat que tu as par rapport à ça, sur le côté physique? Sur le côté physique, mon premier constat, là, c'est même pas le physique, c'est l'hygiène de vie. L'hydratation, qu'on pense que c'est... Non, ils savent pas que l'hydratation, c'est pas bon. La diète, bien se carburer leur corps et le sommeil. Tu sais, ils sont très accros à leur écran, puis leur faire comprendre qu'une heure avant d'aller coucher, là, il n'y a pas de PlayStation, il n'y a pas d'Xbox, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas de cellulaire. Ils sont pas capables. Mais que des athlètes doivent dormir plus que 8 heures par soir. Et tu dois voir leurs yeux, là, quand on fait le constat du nombre d'heures qu'ils dorment, là, ils sont pas capables, parce que j'en ai qui travaillent même la nuit. Ouais, mais la pure réalité aussi, c'est rendu universitaire, il y en a pour certains que c'est impossible. Ça peut pas fitter dans une horaire de dormir 8 heures, non? C'est ça. Ils sont pas capables parce qu'elles ont une réalité. Parce que, tu sais, nous, on peut juste payer les bourses pour 8 filles. Puis ça veut pas dire qu'à chaque année, tu as donné tes 8 bourses non plus, là. Donc, si tu as une équipe de 14-16 filles, tu en as 6 à 8 qui galèrent. Comme mon consultant en performance mentale, il dit, jouer universitaire, c'est une job précaire. Comme tu dois bouffer des 100%. rabènes, t'es sur les prêts et bourses, puis
C'est parce que t'aimes ça. Mais si tu travailles, tu pourras pas performer. Oublie ça. 100%. C'est ce que tu regardes sur le côté mental, c'est ce que tu vois assez vite avec les Rapidement. filles. Ah ouais. Puis, je veux pas utiliser le terme défaut, mais quelle lacune que les joueurs arrivent universitaires. À chaque année, ils ont les mêmes lacunes en basket. Y a-t-il un truc que tu vois à chaque année, tu dis, je peux pas croire qu'à chaque année, ça l'arrive. Je m'explique, j'avais parlé, il y a 2-3 ans, avec Guillaume aussi, là, où est-ce qu'il disait, moi, à chaque année, le premier constat que je fais, puis c'est toujours le même avec quasi tout le monde, c'est que quand il attrape la balle, il se pivote pas automatiquement vers le panier avant de prendre une décision. Tu vois, moi, je suis orienté plus défensif. Moi, ce qui me tue, c'est que les athlètes arrivent, sont pas capables de garder leur joueuse devant elles. Ça Ok. me tue. Puis tu sais, au basket, il y a 4 niveaux de défense. Garder ta fille devant toi. Quand tu comprends ça, le niveau 2, c'est d'être capable, comme j'ai dit tantôt, de surveiller à une passe de la balle. Niveau 3, c'est d'être capable de jouer du côté weak side, loin de la balle en aide. Et le niveau 4, c'est d'être capable de communiquer avec tout le monde, tu sais ce qui se passe. Ils sont même pas capables, la majorité, de garder une fille devant elle. Moi, ça me sidère, ça me coupe les jambes. Je peux pas être rendu universitaire, puis il faut que je t'apprenne ça. Puis moi, je suis vraiment, tu vois, je suis focus défense, puis j'ai la pire défense du Canada. Pas du Québec, du Canada, mon chum, là. Puis je dis que je suis un coach défensif, donc c'est pour ça que moi, cet été, je suis obligé de tout revoir mes affaires, mais ça fait pas de sens, parce que j'ai pris pour acquis que les athlètes arrivaient, ils savaient jouer en défense. Non. Plus que ça, le constat que j'ai, c'est au niveau secondaire. On est loin du niveau universitaire encore, mais le constat que j'ai, c'est que les gens ont de la misère à comprendre. OK, ça fait 3 fois que je me fais shooter d'en face, il faut que ça l'arrête. Ou, le joueur, il en a mis 6 consécutifs, tu continues d'y close out d'en face en à côté, puis à te faire burner sur sa drive, tu fais comme, comment faut que je prenne un time-out puis je t'explique ça rendu en secondaire 4. Fait que je sais pas si c'est le même constat universitaire, mais les gens ont de la misère à se dire, tu sais, on parlait de lecture offensive, mais tes lectures défensives sur ta prise de décision, mais sur essayer de connaître ton joueur, tu sais, rendu collégien universitaire. En plus de ça, t'as pas fait tes devoirs sur, bon, mais quel type de joueur c'est l'autre bord. Sont ces spots qui il ou elle préfère shooter, c'est quoi ses actions préférées à attaquer. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai un exemple concret. On a joué contre Concordia, une fille off the bench. Elle a fait 7 à 10 3 points dans le même match. J'ai pris au moins 3 time-outs pour expliquer aux filles, hey, ça en fait 3 à 40. Après, hey, ça fait 4, 5, 40. Elle en a rentré 7 à 10. Les filles se sont jamais ajustées. La fille a fait un record off the bench de 3 points dans notre ligue. Donc moi, je l'ai eu la honte, là. J'ai pris 100 points là, parce que les filles, comme, à un moment donné, fais quelque chose. Déjà que t'en rentres 4-5, à un moment donné, il y a une question de fierté. Non, elle en a rentré 10, puis je pense qu'elle a fait 30 points ce match-là juste avec des 3 points. Fou ça. 10 3 points, pas d'ajustement. Imagine-moi de quoi j'ai l'air sur le sideline. Le coach, je fais pas d'ajustement. Mais non, c'est tellement pas ça, les amis, là. Non, c'est pas ça. Mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre la lèvre. Ouais, puis là, 2-3 jours après, je vois le post. Ce record de la Ligue. C'est comme, my God, man, ces athlètes-là vont te faire honte, là, parce qu'ils n'ont pas la base. Et même si tu leur dis, ils n'ont pas le réflexe, parce que dans les programmes, tu sais, il y a un ami qui m'a toujours dit, tu les recrutes d'où ils viennent. Faut jamais oublier ça. Quand tu recrutes une jeune, tu la prends avec tout son programme et tout son bagage. Tu peux pas prendre pour acquis parce qu'elle arrive universitaire, qu'elle a tout ce qu'il faut. Non, oublie ça. Et c'est l'erreur que j'ai faite cette année. Ok, Tu sais, je comprends. à la fin de l'année, quand j'ai fait mes rencontres individuelles, j'ai réalisé qu'il y a des filles qui venaient de programmes où il y a des coachs qui leur apprenaient à donner le milieu, d'autres donnaient la baseline, d'autres les forçaient sur la main faible. Moi, j'ai pris pour acquis que tout le monde savait qu'on ne donne pas le milieu. Eh ben non. Donc là, imagine, comment veux-tu faire des rotations défensives quand tu as 3 philosophies au sein de la même équipe? Ouais, c'est impossible à partir de ce moment-là, ça c'est sûr. Donc même universitaire, il faut que tu traces la ligne, mais c'est frustrant parce que tu te dis, on veut perfectionner rendu universitaire, tu veux pas être en train de faire de l'initiation? Non, ça c'est sans aucun doute. Puis ensuite, effectivement, c'est de trouver juste comment bien le faire tout le temps. Mais Tu comprends? ce qui est dur en plus, c'est que tu as une rotation de entre 1 et 3 nouveaux joueurs qui arrivent par année. Tu peux pas recommencer à 0 à chaque fois. Mais en même temps, tu dois quand même travailler sur une base. De trouver ton juste milieu, ça va pas être simple tous les jours. C'est pas simple, mais l'avantage que j'ai, c'est qu'au moins je suis un coach à temps plein, donc je peux réfléchir là-dessus. Mais tu imagines le coach qui est pas à temps plein, qui reçoit une contribution, c'est ça, c'est une contribution de 2000 pièces qu'il reçoit pour ses dépenses pour le gaz et le stationnement, et même là, t'as aucune chance contre un gars comme moi qui a la chance de penser qu'à ça. Là. Ouais, 100%.
Tu comprends? Je veux juste passer un petit peu là-dessus. Quand on parle de développement de jeunes puis que tu es avec eux en début d'année, est-ce que tu te dis, OK, on va checker un plan individuel sur du long terme, qu'est-ce que tu vas travailler, comment, pourquoi, comment tu montes ça, comment tu regardes ça? J'ai eu la chance de côtoyer Team Canada. J'avais été pour le U16GA quand j'étais assistant avec Team Québec. Puis Team Canada, ils font ce qu'on appelle des IPP, des Individual Performance Plans, des plans de performance individuels. Donc, nous, universitaires, on a la chance d'avoir un programme qui s'appelle Synergie qui track tout. Tu sais, Ouais. ça ment pas. Donc, on est capable de voir combien de points par possession que tu fais. Donc, quand je rencontre les filles, il n'y a rien de subjectif. C'est pas « Ah, j'aime pas ce que tu fais ». Non, c'est « Tu es une meneuse, tu es supposé avoir un bon dribble à travers les écrans, mais à chaque fois que tu le prends, tu nous mets en désavantage ». Donc, les filles, je prends les stats, comme moi, j'ai 5 actions par position qu'elles doivent être capables de maîtriser, que Synergie me donne tout le temps que je fais à la moitié à la fin de l'année, et je les compare aux autres filles de la même position. Donc, OK. une meneuse, je vais la comparer à Léa de Laval, je vais la comparer à Lily Rose de McGill, je vais la comparer à Laurie Lafleur de Bishop, et à Concordia, c'était Kayla. Donc là, je vais la comparer à ces filles-là pour dire, regarde, voici ce que tu fais et voici ce que les autres font. Et à partir de là, c'est quoi que tu vas faire pour améliorer ça? Et là, maintenant, elle doit avoir des objectifs à l'année, au mois et à chaque jour, qu'est-ce qu'elle va faire pour. Puis quand je te rends compte à la fin de l'année, disons que c'est toi, bon, tu vas être ma fille, Félixa. Je rencontre Félixa, comme tu m'as dit que tu allais faire ça, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est à moi de décider, est-ce que je suis prêt à te donner le bénéfice du doute ou je donne la chance à une nouvelle personne? OK. Fait que ça, toi, 2 fois par année, tu vas voir avec eux où est-ce qu'ils en sont rendus avec Ouais. ça. T'es pas là tous les jours non plus à regarder Non. si Non, tu non, fais non, ou si tu je pas le fait. fais à la moitié puis à la fin, puis les filles savent. Moi, je sais comment je fonctionne, j'ai un top 8, puis ce top 8-là, ils ont 3 mois. Donc, ça dure du mois d'août jusqu'au mois de novembre, quand on a fini de jouer nos matchs pré-saison et les matchs de début d'année, là, jusqu'à mi-novembre. Ces filles-là, ils vont avoir leurs 25 minutes, puis je vais mourir avec eux. Après, je m'assois avec eux, je dis, regarde, je t'ai donné la chance, t'as rien fait. Ben, les 9, 10, 11, 12 qui sont mes backups, ben, je vais leur donner la chance peut-être à partir du mois de janvier, non, de décembre jusqu'à février, un autre 3 mois pour me prouver qu'elles peuvent faire la job. Donc, les filles savent que quand tu es dans mon top 8, je vais mourir avec toi, puis tu as 3 mois pour me montrer que tu es capable d'être stable. Je change pas de fille de match en match. Je suis prêt, moi, OK. je sais que je suis là 3-5 ans, donc je vais te donner ta chance 3 mois si tu m'as dit que tu es capable de jouer au basket. Mais après, pourquoi c'est un couteau à double tranchant? C'est parce que j'ai 3 mois de data sur toi, là. Donc, la fille peut pas venir Ouais. me dire quoi que ce soit. Hey, regarde, regarde-toi, là. Moi, je mets le miroir, puis regarde, ça, c'est toi, là. Tu m'as dit que tu pouvais 100%. faire ça, voici où ce que tu en es. Donc, moi, Puis- je te dis, quand je fais mes rencontres individuelles, j'ai pas de problème avec les filles parce que je les rends responsables de leur développement. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, là. OK, je comprends. Puis ça, c'est un petit peu comme tu l'as dit, au niveau le plus haut que quasiment tu peux jouer au pays. Maintenant, comment tu pourrais rapporter ça pour, bon, ben, au niveau du secondaire? Comment tu peux, sur un joueur qui va être là pendant 5 ans dans ton programme, comment qu'on peut travailler pour avoir cette progression-là? L'avantage qu'on a un petit peu aussi, c'est souvent c'est 1 ou 2 intervenants qui vont quand même les avoir tous les jours, même s'ils ne coachent pas durant les matchs. Souvent, dans tous les programmes sport-études, dans toutes les concentrations, c'est 1 à 2 intervenants qui vont voir tous les jeux. Le problème, c'est que les sports-études concentration représentent 5% des programmes de basket. OK. Tu comprends? C'est ça l'affaire. Et puis, pour te le prouver, quand il y a eu la pandémie, c'est juste 5% des jeunes qui pouvaient pratiquer parce que le fait qu'on était des entraîneurs cadres de niveau 3, ils ont pris pour acquis qu'on était assez responsables pour faire des séances avec nos athlètes. Mais c'était 5% des jeunes. Le problème, c'est que la structure sport-études, d'avoir un entraîneur cadre, c'est la clé. Il faut quelqu'un qui est payé pour superviser les intervenants et pousser la réflexion jusque-là. Comment faire ça dans une école secondaire? Honnêtement, ça revient à ce qu'on a dit tantôt, mon ami. Il faut qu'ils payent les gens. Ouais. Tu vois, l'école Saint-Laurent, ils l'ont fait. Ils ont créé un poste pour avoir quelqu'un qui s'occupe du basket. Tu vois, Ouais. c'est la première école publique qui fait le move, qui a créé un poste avec des avantages sociaux. Mais il va falloir plus d'écoles comme ça. 100%. Tu comprends? C'est ça qu'il faut. Il faut quelqu'un qui est là pour réfléchir et non pas à coacher. OK, tu coaches après 5-7 ans quand ça va bien, tu comprends? Mais quand tu arrives, tu es vraiment dans la macro-gestion et améliorer le contexte et l'environnement pour tes athlètes. Mais ça, il faut que tu sois payé pour ça, là. Ouais, puis oui, payé, mais en plus, on a clairement un problème d'infrastructure sur Entre autres. le Entre nombre de autres. gymnases. Mais là. ce qui est le fun maintenant, les villes ne peuvent plus louer les gyms. Je pense qu'il y a la nouvelle loi qui est passée, là, comme
Maintenant, les écoles reprennent le contrôle de leur gym. En tout cas, à Montréal, tu sais, OK. après 7 heures, il y avait un problème. C'est toujours la ville qui louait. Non, là, les écoles ont repris leur gym. Donc, une école OK. qui veut vraiment avoir un développement durable et sain pour leurs athlètes et qui redonne les gyms. Mais pour ça, il faut des intervenants qui donnent confiance à l'administration aussi, tu sais. Ouais. Ouais. Il y a eu beaucoup de passe-droits là, dans les écoles, en tout cas, je ne veux pas aller là, là. Tu sais, il va falloir redonner confiance aux administrations que quand ils nous disent on vous passe les gyms en commandite, c'est pas parce qu'on vous les donne gratuitement que ça vaut rien, mais si on vous les passe en commandite, que c'est vraiment les jeunes de l'école qui vont en profiter et non pas d'autres personnes qui n'ont aucun lien avec l'école. 100%. On va passer sur notre dernière partie, excuse-moi. Comme tu vois un petit peu les jeunes s'en venir de ton côté, tu es quand même vraiment impliqué aussi auprès des plus jeunes, là, notamment dans les camps, tu viens souvent voir des matchs, très très impliqué. C'est quoi les concepts qui devraient être vus et acquis par tout le monde, sans tout baliser à tous les niveaux et tout, si on y va Oh. sur secondaire 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 5, collégial. Secondaire 1, 2, il faut on explique aux jeunes que le basket, c'est un sport nord-sud. C'est attaquer le panier. Puis dès que tu attaques le panier, c'est pour marquer. S'il advient, à partir de là, secondaire 3, 4, on t'apprend à faire les lectures déjà. Tu comprends? Donc, Ouais. secondaire 1, 2, tu dois être capable de jouer one-on-one et attaquer le panier. Et quand quelqu'un vient t'enlever l'avantage, que tu trouves l'avantage. Rendu secondaire 3, 4, si tu n'es pas capable d'attaquer nord-sud, ben, de créer un avantage est-ouest et d'utiliser les concepts, tout dépendant de la philosophie du programme, que ce soit un zoom, un pick, un end-off, un euro, et que tu fasses les mêmes lectures complexes qui viennent avec, pour que quand tu arrives juvénile, que tu sois complet et être capable d'attaquer nord-sud, est-ouest, et que tu prennes des décisions en point 5, pour que quand tu arrives collégial, que notre ligue soit meilleure, parce que là, maintenant, les coachs peuvent aller dans les stratégies, parce que tout le monde fait les mêmes lectures. Puis quand tu parles d'aller dans la stratégie, tu veux dire... Dans les stratégies, ça veut dire que maintenant, OK, maintenant que Jerry est plus grand que Félix qui est plus petit, comment tu vas créer l'avantage sur Félix? Là, c'est plus une question de personnel, tu comprends? C'est plus, tu le tweaks maintenant ton avantage. Parce que la personne qui est devant toi est aussi rapide, prend des décisions aussi bonnes que toi. Comment tu vas faire pour prendre le dessus sur cet athlète-là? Parce que lui, il est capable de t'enlever l'avantage. C'est ça qu'on devrait faire collégial. Et là, collégial, tu arrives avec des stratégies, des jeux. Tu sais, l'objectif des jeux, c'est de tromper la défense. Et la défense, l'objectif, c'est de tromper l'attaque. Donc, c'est ça que les coachs devraient faire collégial. Arriver avec des stratégies pour tromper l'autre. Parce que tout le monde fait des bonnes lectures. Et arriver universitaire, que là, on puisse s'asseoir puis comme regarder ça. Comme Phil Jackson. Lui, il était assis, il jappait pas, il regardait ça, puis c'était beau. Il regardait les gars jouer, mais tout se passait en pratique. Il n'y avait pas besoin de faire un show, s'énerver, 100%. des chaises. Non, pas Mais besoin. si tu veux arriver au universitaire, puis être en mode je m'assois, j'ai le jouer, puis les bonnes lectures sont faites en permanence, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, ils savent quel joueur il faut attaquer, comment, pourquoi. Il faut aussi avoir des systèmes offensifs qui permettent ça. J'ai l'impression un petit peu qu'on a une tendance internationale à réouvrir le jeu, mais on sort d'un quasiment un 15 à 20 ans où est-ce que c'était très fermé, cette action-là, si on la réussit pas, on la rerun en boucle. Il n'y avait pas beaucoup de... On le voyait, puis on le voit encore dans les programmes notamment secondaires. On empêche une partie du motion de se faire, on empêche le end-off à droite de se faire. Les joueurs sont désorientés, ils savent plus se réorganiser. Il faut aussi en venir, si on se dit que le but ultime, c'est d'arriver universitaire, puis d'être assis, puis plus bouger, il faut arriver à ce que les joueurs comprennent la game, puis s'adaptent à elle en permanence. T'as raison, parce que c'est même pas normal que sur un main-à-main end-off et un pick-and-roll, que les jeunes frisent, parce que il y a 3 lectures minimum à faire quand tu prends un écran ou end-off. Tu prends, tu rejettes, ou tu repousses, tu repousses la défensive pour créer un avantage pour l'autre personne qui joue avec toi. Donc, la défense peut juste enlever une des 3 options. Il y en a peut-être même 4. Donc, c'est ça qui est triste. C'est que, OK, je t'enlève une option, mais tu devrais voir les 2 autres. Pourquoi on les voit pas? Parce que, comme tu l'as dit, on sort de circuits de jeux fermés où ce que fais ça, va dans le coin, reste là, coupe. Non. Il y a une action et des lectures jouées. La défensive t'enlève l'avantage, fais une passe, jouer à partir de là. Parce que là, Golden State, qu'ils ont fait,
Ils ont changé la game. Là, maintenant, le 24 secondes, ils sont capables de faire 2 à 3 possessions en un shot clock de 24 secondes. Et c'est ça qui a fait que la dynastie de San Antonio est morte, parce que San Antonio prenait 20 à 22 secondes pour faire un panier. Golden State, Ouais. sur 3 possessions en 24 secondes, pouvait prendre 3 points. Donc, même s'ils réussissaient une 3 points, c'était 3-2 pour eux. Ouais, 100%. Donc là, maintenant, on est rendu dans le sport se joue entre 8 à 12 secondes. Donc, on n'a plus le temps pour des jeux compliqués, là. C'est une entrée, non, fast break, secondary break avec une entrée, lecture, jouer. Puis, selon moi, l'équipe récemment qui l'a le mieux fait, autre que Golden State, je pense que c'est eux qui ont lancé cette mode-là, mais c'est UConn là, qui ont réussi pendant... On en a moins parlé parce que ça a été plus difficile, mais UConn, chez des gars qui run en action, ça fonctionne pas. Il y avait souvent une option 2, dépendamment de la balle était rendue où, puis du premier read. Puis à partir de là, juste on read, on s'adapte à ce qui se passe. Là. Puis les jeunes aiment ça. Parce que là, ils jouent au basket comme. Puis t'es pas scoutable. Parce que là, Ouais, la c'est seule ça. façon d'arrêter ces jeux-là, il faut que tu connaisses les forces et faiblesses de chacun des athlètes dans telle situation. C'est impossible. Impossible. Je pense que la seule solution, quand ça tombe à ça, comme coach puis comme joueur qui va jouer en défense, il faut que tu trouves les tendances offensives de ton choix. Qu'est-ce qu'il Et aime faire, puis qu'est-ce voilà. qui est à l'aise. Parce que Et t'as si raison. tu C'est ce essaies que j'ai remarqué de chez tout les arrêter, athlètes. c'est impossible. C'est impossible. Puis les athlètes n'étudient pas la game. Ils l'étudient pas. Ils écoutent pas des podcasts. Ils écoutent pas des podcasts. Ils vont pas faire de la vidéo. Quand ils font la vidéo, c'est pour se regarder eux et non regarder le narratif du match. Mhm. Universitaires, ils vont pas aller regarder. OK, quand la fille a une vieille game, pourquoi elle a une vieille game? Qu'est-ce que la défense a fait? Est-ce que c'est juste mentalement, elle était pas là? Tu sais, avoir le edge. Tu sais, le Mamba mentality à Kobe. Comme même Jordan, les gars savaient exactement. Ils disaient, OK, lui, tel. Il décortique, il savait tout. Il garde le psychological warfare. Il l'avait, ça. Puis la question que je me demande par rapport à ça, c'est si les joueurs l'ont pas, j'ai pas envie de tout mettre sur leur faute. Maintenant, c'est Non. nous comme intervenants dans leur parcours, que tu sois au secondaire, collégien, universitaire, comment je peux inciter mes joueurs à le faire? Comment je peux rendre ça palpitant? Tu sais, aussi, là, les fameuses périodes vidéo de je suis assis avec mon équipe, ça va être une demi-heure, tu vas te la fermer, tu vas être assis, tu vas m'écouter. Puis je vais juste, j'aurais même pas clippé. Ça va juste être des morceaux de game que j'ai noté sur un papier à 8 minutes 4. Ah ouais, puis ici c'est ça. Faut trouver aussi un moyen de rendre ça interactif. Faut trouver un moyen de faire triper les gens. On le voit, là, la mode, tout le monde le sait. Là. Les jeunes sont sur TikTok, sont sur YouTube, sur des vidéos dynamiques qui sont coupées. Toi, t'arrives là, cours le plus plate de l'histoire, comme si t'étais en cours de français. Faut que tu les fasses amuser dans ça. Là. Faut que tu les fasses triper à faire des vidéos. Ouais, faut les. Puis tu sais, hein, en ce moment, tu sais, la génération Z, puis là, les alphas, ceux qui sont en secondaire 2 et plus bas, ils sont dans tout ce qui est instantané. Donc, même la vidéo, il y a des recherches qui le montrent qu'on ne peut pas le faire plus que 20 minutes. Ouais. Tu dois trouver des façons de faire ta vidéo en 20 minutes, puis d'arriver à ton point. Donc, les gens qui continuent à faire des séances, des vidéos de 1 heure et plus, oublie ça. C'est inutile. Comme même Basketball Canada, ils le font, c'est 20 minutes max. Il y a des équipes de la WNBA, j'ai écouté des conférences sur l'Internet là-dessus, c'est 20 minutes max, puis tu as 4 à 6 clips que tu parles, puis t'arrêtes. Tu comprends? Et les jeunes d'aujourd'hui, la seule façon que tu vas les faire accrocher, c'est quand tu vas faire la vidéo, puis tu as un match où vraiment ce que tu as dit, ça arrive, là, ils vont buy-in. Là, tu vas avoir un buy-in émotionnel. Ils sont comme, OK, on fait ça, on a ce résultat-là, let's go. Mais au début, c'est normal, ils vont pas y croire. Là. C'est à nous de trouver une façon de trouver en 20 minutes, trouver les clips et leur faire croire, puis avoir un buy-in émotionnel que, hey, fais-moi confiance, fais confiance à quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais quand tu vas le voir, tu vas aimer ça. 100%. Puis ce que j'ai essayé, moi, cette année, puis ça, honnêtement, j'ai quand même eu du succès dans ça, c'est je découpais mon vidéo en 3 catégories, offensif, défensif, puis l'autre, c'est souvent particularité que j'appelais. 2 à 3 clips par catégorie. Puis tout ce que je faisais, c'est toutes mes joueuses avaient des feuilles, crayon, papier, en équipe de 2 à 3 joueurs par équipe. Maintenant, trouvez-moi les tendances. C'est quoi une tendance? C'est les actions qui se répètent ou des actions que les joueurs avec la balle ou off-ball aiment faire, font souvent. Qu'est-ce qu'ils font? Fait que là, on était là, en équipe, ça se parle ensemble, ça écrit des points, on break down ensemble. 15 à 20 minutes, ça me prenait. Fini. Puis t'arrives au match, puis ben, au moins, ça. Que l'écran se donne à gauche, à droite, ça change rien. L'important, c'est de savoir
l'écran, qui la veut, qui va la donner. Puis ensuite, bon, ben, elle a ses tendances, qu'elle aime shooter cette balle-là. Ben, maintenant, on va splitter cette action-là. En Tu faisant vois, ça, c'est pour ça que tu personnellement, l'as j'ai eu bien fait. beaucoup de succès. Tu sais. Tu vois, t'as bien, mais continue. T'es sur la bonne voie, puis tu vois, tu les as rendus responsables. Elles l'ont travaillé là-dessus. Tu vois, quand ils ont, l'être humain aime ça être productif, avoir des résultats. Donc là, ils ont fait, Mhm. on a travaillé, ça a payé. Oublie ça là. C'est pour ça que t'as gagné. Comme ils y ont cru. Ouais, Comme ça 100%. fonctionne. Puis ils les a fait travailler. C'est pas toi. T'as rien imposé. T'as dit Mais, voici, trouvez la solution. mais on en revient toujours à la même chose de. C'est ma job de temps plein aussi. Fait que j'ai le temps Et parce que c'est voilà. beaucoup plus long faire ça que juste lancer le vidéo puis le regarder ensemble puis je l'ai pas checké avant. Ça me prenait quand même beaucoup de temps de trouver les bons clips sur exactement l'action que je voulais, qu'elle soit claire, qu'elle soit visuelle. Encore plus en cadet juvénile où est-ce que, bon, ben, on le sait, il y a encore beaucoup d'actions brouillon même en juvénile. Fait que de trouver l'action qui va être visuelle pour les jeunes, ça peut prendre du temps. Puis une question pour toi. Si tu mets ça en ordre, combien d'heures ça t'a pris pour, quand tu y as pensé, à ta façon de faire la vidéo? Combien de temps ça t'a pris pour trouver ces 20 minutes-là? Et combien de temps ça t'a pris pour préparer ces 20 minutes-là, en temps? Même quand tu révisais dans ton auto, dans ta chambre, là, en temps, là. Combien de temps tu penses que t'as passé là-dessus? Entre 1 heure et 2 heures par vidéo, au moins, là. Tu sais, sachant que des fois, il y a des moments après le match que je savais que l'action du troisième quart était vraiment importante. Fait que, tu sais, je sors mon sel avant que la vidéo soit dispo, action troisième quart. Puis souvent, je sais qu'il y avait une joueuse souvent qui était impliquée soit en attaque, soit en défense de mon équipe. Bon, ben, ma numéro 12 la gardait, tu sais. Fait que là, ça me permettait de speed up le processus. Honnêtement, ça me prenait entre 1 heure et 2 heures par vidéo. Tu vois? Donc 4h30 à 6h pour faire une séance de 20 minutes qui a été productive. Mais qui a cette chance-là? Pas beaucoup. Pas beaucoup de gens. Tu vois? Donc, ça revient encore à, pour avoir des résultats, il faut investir. Ici, tous les intervenants, ceux qui vont vraiment, tu sais, comme c'est sûr qu'il y en a qui vont être payés, ils vont pas se sacrifier comme ça, mais les personnes qui sont là pour les bonnes raisons vont être capables de faire une séance de 20 minutes. Les gens vont dire, ah, c'est 20 minutes. Ouais, mais c'est parce que tu sais pas combien d'heures j'ai fait en arrière. Tu vois, tu viens de le dire. Tu as entre 4h30 à 6h pour le faire vraiment, mais pour y réfléchir. Je suis sûr que tu as passé un 30-40 minutes sur tout en plus. Donc, moi, je dis ça facilement un chiffre de 6 à 8 heures juste pour faire une vidéo de 20 minutes. 100%. Mais en même temps, c'est toujours la joie à ce stade-là, c'est fou de le dire, mais de notre métier, c'est que on travaille dans notre passion. Fait que Et voilà. de mettre Comme des c'est heures sûr pour que les ces 8 jeunes, heures, tu t'en fous, pour tu ce comprends, mais sport-là. quand même. Mais maintenant, Ouais, je te dis, tu as ta job de 35 heures. Où est-ce que tu vas mettre ces oublie 6 à ça. 8 heures-là? Oublie Impossible. ça, là. Impossible et ce ne sera pas fait comme ça. Et en plus, combien de temps ça t'a pris pour penser aux questions pour que les filles puissent répondre et tout? Ça, combien de temps ça t'a pris pour cogiter là-dessus pour arriver, ah, je veux ça? Ouais, ouais, sérieusement, ça prend du temps, ça prend un peu de Et pratique voilà. aussi. Tu sais, la première séance, c'est pas la même que la dernière. Tu sais, Tu j'ai vois? rentré ça direct après Noël, puis ça a commencé à payer dans mes 2 derniers matchs de saison, plus mes Tu playoffs. vois? C'était long avant que ça paye, mais un coup que ça a payé, on Ah, dès que tu catchait as ton tout de buy-in, suite, t'as tout de rien à suite. faire, là. Ah, ouais, 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 ouais. Mais, donc, tu vois, ça revient à ce qu'on dit depuis le début. C'est, tout est dans il faut investir dans les intervenants. pense que oui. Euh, on va terminer sur 2 petites questions. Mon premier, c'est si tu devais lancer un message à tous les coachs du Québec, tous les jeunes coachs, ça serait quoi? Le plus important, c'est de savoir qui que vous êtes en tant que personne. Ça, là, c'est vraiment important parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez accepter toutes sortes de contrats pour qu'après 3-4 ans, vous allez quitter parce que vous allez voir que ça ne va pas avec vos valeurs. Donc, en sachant qui vous êtes, il y a des postes que vous ne prendrez pas. Ça, c'est le plus... Moi, ça, le meilleur conseil que je peux donner à un jeune, là, c'est quoi tes valeurs, puis c'est quoi tes non négociables. Puis ça va vous éviter des frustrations. Parce que je remarque beaucoup de jeunes, de coachs qui sont frustrés à part des institutions. Oui, mais si tu avais fait tes devoirs, tu l'aurais su que ça ne fitterait pas avec toi. Donc, apprenez à vous connaître qui vous êtes. Ça va être la chose la plus importante. Ça, c'est pour les jeunes coachs. De plus, aujourd'hui, depuis la pandémie, les institutions veulent des intervenants qui créent des environnements sains et sécuritaires pour les athlètes. Même si tu gagnes, il suffit d'un scandale, ils vont se débarrasser de toi. Ce qu'ils veulent, c'est de la sécurité puis que les jeunes soient diplomables. C'est ça qui compte pour eux. Pas de scandale, diplomable. Je dis pas que tu dois être un loser, c'est pas ce que je dis. Mais si vous avez une passion obsessive, vous pensez que c'est gagner qui va vous faire gagner votre job, vous avez rien compris. Puis ça vaut pas la peine pour des 2 à 3 000 piastres d'avoir
de se faire emmener là, à la cour civile parce que tu as cherché à gagner à tout prix. Ça vaut pas la peine. Donc, sachez qui 100%. vous êtes. Ça, c'est mon plus gros message pour les coachs. Là. Comme, il faut que tu saches qui t'es, puis t'es non négociable, il faut que tu le saches. Ou sinon, commence pas à coacher avant ça. Là. Super. Puis je terminerai avec, tu crois en quoi pour l'avenir du basket à Québec? Au Québec, plutôt. Ben, moi, je suis content. Moi, je te le dis, je vais faire l'oiseau de mauvais augure, là, mais le NIL, c'est une bonne chose pour nous. Les athlètes vont arrêter de partir aux États-Unis. Et quand on va commencer à investir dans les intervenants dans nos écoles secondaires et que nos meilleurs athlètes qui font bien paraître les programmes en Ontario vont rester avec nous, ben on n'aura rien à envier à l'Ontario, à la Nouvelle-Écosse ou l'Ouest canadien, parce que quand tu regardes nos équipes du Québec, on est toujours dans le top 2. Donc, on fait un bon travail. On a des bons intervenants. Il faut juste commencer à investir dans nos cerveaux de basket ici. Puis je te le dis, dans moins de 3 à 5 ans, notre ligue collégiale va être beaucoup mieux. Parce que notre ligue D1 est déjà très bonne. Malgré qu'on perd les top scoreurs de notre ligue au programme en Ontario. Mais notre ligue D1 est très bonne, là. Donc là, il faut que le collégial... 100%. Tu comprends? Le cégep doit commencer à payer les coachs aussi, là. Comme ça suffit, Ouais. les 5-10 000 piastres, là. Non, il faut arrêter, là. Tu sais, il faut aller dans le 50-60 minimum pour que les gars et les filles puissent... Et les femmes, excusez-moi, puissent laisser tomber leur job et avoir un salaire décent. Au moins un 60 000 décent. Parce que, tu sais, comme collégial, c'est 4-5 pratiques semaine, là, un D1, là. Ah, puis, il y a combien de cégeps? J'aimerais savoir le nombre de coachs collégiales que c'est leur job temps plein dans l'ensemble du Québec. 2 ou 3. Et comme par hasard, c'est ceux qui gagnent presque tout le temps. Comme par hasard. Ouais. C'est pas une Ouais, c'est coïncidence, tu comprends? Donc, si dans les sports-études, tu es capable de payer des personnes 40 à 80 000 et plus, comment ça, au cégep, tu vas les payer 1000 à 10 000 piastres, 12, 15 000? Ça fait pas de sens. Puis après, tu arrives universitaire, tu vas les payer de 70 à 120 000. C'est pas juste, là. Pourquoi le collégial... Tu sais, comme il y a un travail aussi à faire au niveau collégial, c'est pas logique, là. Ouais. Comme un Non, coach ça. collégial est bien mieux d'aller dans un sport-études concentration que de perdre son temps. J'avais calculé, un programme collégial est à l'année longue, c'est 25 sous de l'heure. Ouais. C'est Tu sais, donc, tu sais, il y ridicule. a la passion, puis il y a la passion, là, tu sais. Sans aucun doute. Hein, merci encore, Jerry, pour avoir pris le temps de venir discuter Moi, avec ça fait moi. plaisir. Quand on parle de basket, j'adore. Écoute, t'as tout dit, là, c'est exactement pour ça que j'ai lancé ce podcast-là. Là. C'est pour discuter basket ensemble, avoir des avis d'autres coachs, pouvoir créer des discussions, pouvoir continuer de rapprocher la communauté des entraîneurs qui commencent, j'ai l'impression, de plus en plus à se souder. Puis il y en a qui sont déjà proches, mais de pouvoir unifier tout le monde ensemble. En tout cas, rapprocher tout le monde ensemble pour créer justement cet esprit-là de communauté, cet esprit-là de partage qui existe, mais qui beaucoup de jeunes coachs, notamment, n'osent pas aller faire le pas vers les autres. Ah, puis moi, il faut pas se gêner, là. Moi, tu sais, j'ai cherché à m'améliorer comme coach, mais je partage beaucoup, comme... J'ai tellement de coachs qui m'appellent, que je supporte, que je mentor. Je suis comme, hey, voici, fais ci, fais pas les erreurs que j'ai faites, fais telle étape. Je suis très... Moi, on m'écrit, je vais répondre, j'aide tout le monde. Comme, parce que je me dis, je peux pas avoir toutes ces connaissances-là, je les garde pour moi. Ça me donne quoi? Non, c'est ça, Ça me donne rien. sans aucun doute. T'es la première personne avec qui j'ai pensé pour filmer le premier épisode. On se discute souvent ensemble. On a discuté quelques fois au cours de la saison où est-ce que je t'ai demandé ton avis, ou est-ce que je me questionnais sur des choses au cours de ma saison. Puis tu m'as toujours répondu rapidement sur des bons conseils éclairés. Fait que j'ai apprécié Tu trouves que je énormément. mens pas, c'est le fun. Écoute, comme je te dis, merci beaucoup. Je vais terminer l'épisode là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté cette discussion. J'espère que ça vous a fait réfléchir comme ça me fait réfléchir en la vivant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais surtout à me donner vos impressions. C'est la première fois que je fais ça. Jerry était beaucoup plus habitué que moi, c'est pour ça que j'étais content de l'avoir avec moi pour le premier épisode. Je fais ça pour apprendre, pour échanger, puis si ça peut servir à d'autres, ben tant mieux. On se retrouve bientôt pour une autre conversation sur le 5e quart. Merci beaucoup.